Alors, je vais vous proposer un sujet qui est pas facile, hein, le fameux Robin Cotta, je pense que vous en avez entendu parler, hein, de toute façon ça tourne partout, c'est quelque chose qui s'est passé en octobre, mais là c'est remonté sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle, tout le monde s'insurge, à raison, hein, évidemment, ce qui lui est arrivé est absolument horrible. Il n'y a rien de sensé dans ce qui lui est arrivé. Vous verrez, on va voir l'histoire en détail, déjà sur cet article, mais aussi un de ses amis en fait, hein, qui s'est exprimé sur X et qui donne beaucoup de détails. D'ailleurs, j'espère que la vidéo va passer parce que c'est assez cru, hein. Je vous préviens aussi, vous, c'est cru, hein. C'est vraiment, si vous avez du mal avec ça, continuez pas la vidéo. Bon, alors, on va y aller. Marseille, Robin Cotta, et bon, il y a plein de mots que je vais pas pouvoir dire évidemment parce que YouTube est une chochotte. Au Baumettes, hein, la prison responsable en octobre dernier. Donc c'était en octobre, hein, Robin Cotta, un jeune homme de 22 ans, écroué à Marseille pour une affaire de fausse ordonnance, a été tué par son codétenu. L'affaire met en lumière les défaillances de la prison des Baumettes et plus largement celle de la justice française. Alors met en lumière, non, on le sait. Que rien ne va dans la justice, que rien ne va dans les établissements pénitentiaires, on le sait, c'est même de pire en pire, rien n'est fait et rien ne sera fait. Ça met rien en lumière, on le sait que c'est n'importe quoi cette justice. Attendez, une affaire de fausse ordonnance, il se retrouve en tôle. Non mais regardez sur quoi je suis tombée aujourd'hui. Nice interpellé avec 13 cartes bancaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le migrant djiboutien est immédiatement remis en liberté. Alors lui ça va parce que c'est un migrant, mais les Français ils vont en tôle pour une ordonnance. Bon, je m'énerve tout de suite, ça va pas le faire, hein. Faut vraiment que je reste calme parce que ça va être un peu long. Il s'appelait Robin Cotta, hein, le 9 octobre dernier, il a été assassiné par son codétenu, hein, un arabe évidemment, à la prison des Baumettes. Il avait 22 ans. Cet automne, hein, ce meurtre n'a pas fait la une de l'actualité, hein. L'administration pénitentiaire en a parlé comme d'un incident, hein, tandis que le parquet de Marseille faisait savoir que les faits semblaient avoir pour origine une mésentente entre codétenus. Surtout que, si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, ou en tout cas pas dans les détails, vous verrez que c'est vraiment très bizarre et on dirait que tout a été fait exprès pour qu'il soit tué. Au lendemain de l'agression, une enquête pour meurtre a été ouverte, hein, et confiée à la division territoriale de la criminalité de Marseille. Une enquête interne, hein, a également été diligentée. Elle semble porter leurs fruits. En ce début d'année 2025, plusieurs nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de valeurs actuelles, hein. L'affaire n'est pas aussi simple qu'annoncée initialement. Rappel des faits, le 21 septembre 2024, Robin Cotta et l'un de ses amis sont interpellés par la gendarmerie dans une pharmacie de Mézel, dans les Alpes de Haute-Provence. Ils sont en possession de fausses ordonnances, hein, pour du sirop pour la toux contenant de la codéine, hein, ingrédient indispensable du Purple Drink, la nouvelle drogue des jeunes. Les deux jeunes hommes sont placés en détention provisoire, hein, dans des établissements différents en attente de leur procès. Robin Cotta entre au Baumettes, hein, dès le lendemain, le 22 septembre. Le jeune homme est placé au quartier des arrivants, une sorte de sas devant éviter le choc carcéral. Les détenus y sont installés pendant une durée maximum de 3 semaines, durant lesquelles ils sont conviés à différents entretiens, dont les conclusions servent à orienter les prisonniers au sein du centre de rétention. Choix du quartier, de la cellule, etc. Du 22 septembre au 3 octobre, Robin Cotta partage sa cellule avec un gars super, comme il l'indique à son père, hein. Dans un courrier, le jeune homme est on ne peut plus rassurant. Les gardiens et la direction alertés à plusieurs reprises. Le 4 octobre, il est transféré dans la cellule 504, toujours au quartier des arrivants. L'ambiance change radicalement. Le nouveau codétenu de Robin Cotta s'appelle Abdelalim M, condamné à 2 reprises, hein, pour viol et violence, hein, et cette fois à 6 mois ferme dans une affaire de stupéfiants. Depuis son arrivée au Baumettes, hein, le 5 septembre, le délinquant a déjà eu 3 codétenus différents, certains ayant été menacés de Niort. Abdelalim M faisait régulièrement mine de les découper à la machette. Selon nos confrères de France Info, Robin Cotta aurait fait en sorte d'être transféré à l'infirmerie pour être éloigné de lui, où il aurait prévenu l'administration pénitentiaire: si on le laisse avec quelqu'un, ce sera une dinguerie. Il y a eu tellement de manquements dans cette prison qu'on se demande presque si ça n'a pas été fait exprès. Je suis en colère, je suis fatiguée, je veux que la prison paye. Ce sont eux qui ont permis à ce gros malade d'avoir le temps de fracasser mon fils.
À 3 reprises, Robin Cotta demande par écrit à être transféré dans une autre cellule. Le 9 octobre, se sentant particulièrement menacé, le jeune Marseillais interpelle les gardiens via l'interphone de la cellule, glisse un mot sous la porte et refuse de retourner dans son box lors de la distribution des repas. Il va même jusqu'à demander son placement à l'isolement qui lui sera refusé. Faute d'avoir été transféré, aux alentours de 19h30, Robin Cotta est égorgé par Abdelhalim M à l'aide d'un bol en porcelaine cassé. Imaginez. Enfin, non, n'imaginez pas, mais bon. On ne doute pas de la boucherie que ça a été. Les surveillants pénitentiaires sont alertés par les cris des détenus des cellules voisines, mais il est déjà trop tard. Robin Cotta quitte sa cellule, les pieds devant. La famille de Robin Cotta ne décolère pas. Dans les colonnes du Figaro, Odile Cotta, la mère de la victime, pointe du doigt les défaillances de l'administration pénitentiaire. Il y a eu tellement de manquements dans cette prison qu'on se demande presque si ça n'a pas été fait exprès. Je suis en colère, je suis fatiguée, je veux que la prison paye. C'est ce qu'on a vu en haut. Ce sont eux qui ont permis à ce gros malade d'avoir le temps de fracasser mon fils. Elle veut savoir comment un tel drame a pu se produire. Pourquoi Abdelhalim M était encore dans le quartier des arrivants plus d'1 mois après son arrivée au Baumette. Pourquoi les alertes des détenus et de la victime ont été ignorés. Incarcéré pour une ordonnance, quand une figure du grand banditisme local est libérée. Une autre question se pose aussi, pourquoi Robin Cotta était-il incarcéré? Le jeune homme n'avait pas le profil du grand délinquant, son casier judiciaire était vierge et il n'était pas connu de la justice. Autant d'éléments qui laissent à penser que son placement en détention provisoire était particulièrement sévère. Surtout lorsque l'on sait que les prisons sont surpeuplées, particulièrement la maison d'arrêt de Marseille, où le taux d'occupation est de 189%. C'est un blanc, c'est un français, voilà. On les met en tôle pour des affiches, alors que les autres qui font de réels crimes, on les libère. En utilisant justement cette excuse, oui, mais les prisons sont surpeuplées. Donc le Karim ou le Rachid, il y va pas. Mais par contre, le Julien et le Bernard, il y va. Ce manque de place justifie d'ailleurs souvent le fait que, partout en France, des délinquants récidivistes, auteurs de délits divers, narcotrafic, gnole, vol, coups et blessures, sont laissés ou remis en liberté. Le 14 octobre dernier, Pascal Gomez Galeotte, figure du grand banditisme local, impliqué dans plusieurs affaires dont des complicités d'assassinat et des tentatives de meurtre, a été libéré. Pourquoi Robin Cotta n'a-t-il pas été placé sous contrôle judiciaire alors que le recours à la détention provisoire est censé être exceptionnel, comme l'indique l'Observatoire international des prisons? Pierre-Marie Sève, le directeur de l'Institut pour la justice, tente de répondre à cette question pour Valeurs Actuelles. Je suis le premier étonné, surtout quand on voit à l'inverse des profils un peu lourds qui échappent à la détention provisoire. Ça dépend sans doute de la personnalité du juge. Il y a aussi peut-être des choses qu'on ne sait pas encore. Cette affaire a effectivement ses zones d'ombre. Elle montre aussi combien le milieu carcéral et la justice de ce pays sont en grande difficulté, dépassés. Pierre-Marie Sève explique, c'est beaucoup plus difficile de séparer les détenus quand on n'a pas la place pour les caser. Il y a un dysfonctionnement lié à l'occupation. Concernant les surveillants pénitentiaires, le directeur de l'Institut pour la justice ne nie pas le fait qu'ils aient pu faire des erreurs, mais il fait remarquer qu'ils sont en sous-effectif chronique dans toute la France et que dans les prisons bondées, il y a un risque qu'ils passent à côté de certaines choses. Virer tous les étrangers du pays, les prisons seront vides. Sans problème de surpopulation carcérale et avec un nombre suffisant de gardiens, ce drame aurait sans doute pu être évité. Malgré ce constat évident, le changement ne semble pas être une priorité du gouvernement. Lors de sa venue à Marseille le 2 janvier dernier, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, quelle horreur, est d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas en mesure de construire des prisons et de revoir le système en profondeur. Oui, faut construire des mosquées à la place. Les gardes des Sceaux se suivent et se ressemblent, tous se disent limités. Résultat, les prisons sont devenues, au sens littéral du terme, de véritables coupe-gorge. Bon. Alors, là vous avez toute l'histoire. Maintenant, on va voir plus personnellement, on va dire, voilà, un ami à lui qui s'est exprimé sur Twitter, qui a fait un bon pavé, qui explique les choses un petit peu à sa manière. Alors, le 9 octobre 2024, mon ami Robin Cotta a été assassiné à la prison des Baumettes. Il était âgé de 22 ans. J'ai lu ici beaucoup de fausses informations et j'aimerais raconter ce qu'il s'est vraiment passé. Merci à celles et ceux qui partageront. Robin mérite justice.
Le contexte est maintenant connu de tout le monde. Robin s'est rendu avec un ami, d'ailleurs toujours incarcéré à ce jour, en possession d'une fausse ordonnance à la pharmacie de Mézel. Il a été arrêté, entendu par la police et a délibérément choisi d'aller au Baumettes, et ce afin d'épargner cela à notre ami en commun qui, lui, a été incarcéré à Luynes. Du coup, je pense que là, ce que ça veut dire, c'est que les Baumettes, c'est vraiment connu comme un coupe-gorge, si je reprends les termes de l'article d'avant, et que Luynes, et peut-être un peu moins chaud, quoi. Comme prison, j'imagine. Au quartier des arrivants, Robin a d'abord été placé dans la cellule numéro 519 avec un codétenu qui l'a très bien accueilli. Il explique ça à son père, à qui il a envoyé une lettre. Robin s'entendait très bien avec ce codétenu qui lui a tout expliqué sur la prison et son fonctionnement. Voici la photo d'une des lettres. Désolé pour la mauvaise qualité de celle-ci, c'est extrêmement flou. Je sais pas si je vais pouvoir vous la lire. Tout fait pour que mon arrivée bien et m'a expliqué tout le fonctionnement, j'imagine, tout le truc des Baumettes. Pour l'instant, je suis en mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il est décidé de me mettre en prison le temps de finir l'enquête. C'est 4 mois qu'ils peuvent renouveler 6 fois, mais je pense que l'enquête va être rapide parce que j'ai déjà tout dit. Ne te fais pas de soucis pour moi, j'ai le moral et la santé, tu connais ton fils, je suis un garçon, je suis un grand garçon, je vais je sais pas, comme un homme. Bon. J'espère que cette nouvelle ne t'a pas fait... J'essaye de me baisser pour lire, je suis désolée. Ne t'a pas fait trop de peine, je t'aime, j'imagine. Mon père garde le moral. Page 1. Bon. Ouh. Alors voilà, ça c'était la lettre. Écoutez, ça a l'air d'aller, Il le dit en plus, c'est tout en haut qui lui explique le fonctionnement des Baumettes, tout ça. Bon, voilà. De manière totalement incompréhensible et alors que tout se passait bien, Robin a ensuite été déplacé dans la cellule numéro 504 avec son futur meurtrier qui n'avait rien à faire dans le quartier des arrivants puisqu'il avait déjà été condamné. Par ailleurs, j'ignore si ce détail de l'histoire est vrai ou non, mais le meurtrier de Robin était potentiellement éligible à une libération conditionnelle. À quelques jours près, je répète que cette information est à prendre avec des pincettes, je n'ai pas pu et ne peux pas la vérifier. Bon. Mais ça m'étonnerait même pas, en fait. L'information, attention, il le dit, c'est pas forcément vrai, mais ça m'étonnerait même pas, c'est ça le pire. Le meurtrier de Robin prétend l'avoir accueilli avec bienveillance. Il dit également que Robin se serait montré hostile envers lui dès le début, sans raison. On peut penser que mon avis est biaisé, mais je connaissais Robin depuis des années et il n'était pas du genre à être méchant avec qui que ce soit sans raison. Robin était sociable, drôle et il était toujours prêt à aider. Même en partant du principe qu'il n'allait pas bien, car enfermé, il était suffisamment intelligent pour ne pas se comporter mal en prison. Quoi qu'il en soit, Robin lui-même dit dans sa lettre qu'il avait le moral et que tout allait bien, donc son meurtrier ment. Robin n'était pas problématique et ne l'a jamais été. Il s'était fait un ami au Baumettes et avait demandé à rejoindre sa cellule. Je ne sais pas si sa demande a été refusée ou non traitée. Sa relation avec son assassin s'est dégradée progressivement. Ce dernier prétend que Robin jouait les durs, selon ses mots, et qu'il faisait sa lessive la nuit, ce qui l'empêchait de dormir. Robin a multiplié les demandes de changement de cellule, comme mentionné dans les articles. Comme expliqué, un enregistrement vidéo montre un papier se glisser à l'extérieur de sa cellule afin d'alerter les surveillants. L'un d'entre eux a fini par discuter avec Robin, mais ça n'a servi à rien car aucun changement n'a eu lieu. La journée de sa mort, Robin a passé un appel à l'interphone en disant que l'un des deux allait finir par mourir. Selon les propres dires de son meurtrier, cette phrase qui visait simplement à alerter les surveillants sur l'urgence de la situation a déclenché son intention meurtrière envers Robin. Il dit lui-même qu'il ne voulait pas simplement lui faire peur, mais le tuer. Plusieurs codétenus ayant été en cellule avec le meurtrier de Robin ont témoigné en expliquant qu'il avait plusieurs fois mimé des gestes de négation et adopté des comportements menaçants, lui-même souhaitant aller à l'isolement pour éviter de faire une dinguerie selon ses propres mots. Le soir du 9 octobre, des bruits de coups ont été entendus ainsi que les cris de détresse de Robin qui suppliait d'arrêter. Les détenus autour de la cellule ont crié afin d'appeler les surveillants. L'un d'entre eux a demandé au meurtrier de Robin ce qu'il se passait. Il aurait répondu « RZ », surnom que l'on donnait à Robin. Il dort, comprenant que quelque chose n'allait pas. Le détenu qui s'inquiétait a demandé si son cœur battait toujours, ce à quoi son meurtrier a répondu que non, après être allé vérifier.
Lorsqu'un surveillant est venu après les cris des détenus, on lui a expliqué que Robin avait très probablement été tué. Il a simplement répondu qu'il verrait ça durant la ronde. Incroyable. À 19h28, un surveillant a vu l'œilleton de la cellule bouchée et a ordonné que la cellule soit ouverte. Le meurtrier de Robin l'a fait et le surveillant est tombé sur une mare de sang et sur le corps de Robin. Son assassin a déclaré qu'il n'avait fait que se défendre. Or, et ce sont là les principaux détails que je viens apporter, Robin était inconscient quand il a été égorgé. Il a été tabassé jusqu'à être mis KO. Là, c'est un peu chaud, je vous le dis, attention. Il a été tabassé jusqu'à être mis KO et son assassin s'est ensuite demandé, je cite, comment le finir le plus rapidement possible. Ce sont ses mots. Il a alors eu l'idée de casser un bol et d'utiliser le tesson. Bon, bref. Selon le médecin légiste, il s'y est d'ailleurs repris à plusieurs fois. C'est très chaud, je vous avais prévenu. D'où la négation partielle de Robin. Je n'ai pas l'intention de masquer les détails, aussi ignorants soient-ils. Tout le monde doit savoir, Robin avait le nez et plusieurs côtes cassées, ainsi qu'une hémorragie interne. Son œsophage a été sectionné à cause de l'engorgement qui lui a été fatal. On peut penser que j'exagère les détails, mais absolument tout est vrai. Son décès a été prononcé à 20h30 et son corps levé vers 1h30 du matin. Le meurtrier de Robin lui-même a dit plusieurs choses. Premièrement, qu'à aucun moment durant sa détention, Robin ne l'avait frappé ou ne s'en était pris à lui physiquement. Ensuite, qu'à aucun moment il ne s'était senti en danger ou menacé par Robin, ce qui contredit ses propres propos. Enfin, que Robin ne s'est pas défendu et malgré leur hostilité réciproque et leur relation, qu'il a même tenté de calmer le jeu en lui demandant d'arrêter. Voilà qui était Robin. Il ne se laissait pas faire, mais il était foncièrement gentil, il n'était pas gnaulant. À titre personnel, je ne l'ai jamais vu se battre, ne serait-ce qu'une seule fois. En outre, d'autres détails publiés dans les articles sont également vrais, comme par exemple le fait que Robin avait hurlé pour ne pas retourner dans sa cellule et qu'il préférait aller à l'isolement, ce qui lui a été refusé, faute de place. Voilà. Voilà, vous avez un bon morceau de l'histoire. Maintenant, la question est, j'espère qu'on aura une réponse, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas écouté? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait changer de cellule quand il l'a demandé? Et vous savez, quand j'ai dit au tout début, on se demande si c'est pas fait exprès, franchement, il y a tout ça déjà, pourquoi ne pas l'avoir écouté, ce genre de choses, mais également la réaction du gardien. Ouais, je verrai ça plus tard. Il lui dit, le mec a été buté, oh, je verrai ça plus tard, je reviendrai après. Non mais, c'est quand même suspect, Enfin, je ne sais pas, après moi je vous dis ça comme ça, mais je trouve que c'est vraiment très suspect. Il y a rien qui va dans cette histoire. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là parce que c'était assez haut en émotion, je vous le cache pas. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des choses à dire là-dessus ou quoi que ce soit, votre ressenti. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!